Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'avant-dernier épisode de notre série sur les mercatos des clubs de Ligue 1. En effet, la Ligue 1 commence ce soir, je finis un peu tardivement, je m'en excuse, mais en tout cas aujourd'hui on va se diriger du côté de la Principauté, du côté de Monaco pour dresser un bilan de la saison dernière du club monégasque avant de se projeter sur le mercato, de connaître le tenant et les aboutissants de ce dernier avant de fixer les objectifs du club du Rocher. Donc pour commencer, on va faire un bilan de la saison dernière et c'est vrai que la saison dernière du côté de Monaco a été très difficile, je dirais même une catastrophe industrielle parce que quand tu t'appelles Monaco, que tu es le deuxième budget de Ligue 1, et bien finir sixième c'est vraiment catastrophique et c'est vrai que Monaco nous avait habitués aux fins de saison tonitruantes. C'est vrai que Monaco avait toujours du mal sur les débuts de saison, c'était toujours cinquième, sixième, mais à la fin ça prenait son rythme de croisière, faire février, mars pour finir sur le podium. Et c'est vrai que l'année dernière, il n'en a rien été puisque Monaco n'a fait que décliner tout au long de la saison, ce qui a valu le licenciement du coach belge Philippe Clément. Donc c'est vrai que tu finis sixième dans une Ligue 1 qui n'était pas non plus très relevée parce qu'on avait parlé dans l'épisode sur Rennes, c'était d'ailleurs le premier épisode, on disait que Rennes avait connu une énorme faiblesse après la Coupe du Monde, que ça avait été compliqué pour les Bretons, même Lille, ça n'a pas toujours été linéaire, Lille a connu aussi énormément de bas sur la deuxième partie de saison et donc c'est vrai que en cette absence de concurrence, je m'attendais à ce que Monaco finisse quatrième, voire même inquiète Marseille. Il n'en a rien été puisque Monaco, comme je l'ai dit, n'a fait que décliner pour finir sixième. Sixième, ça signifie pas de Coupe d'Europe du tout, même pas une Conference League, même pas une Europa League, rien du tout. Voilà, l'année prochaine sera vierge du côté de Monaco, donc ça va être très compliqué. Ça ne fait pas de mal aux finances du club puisque à Monaco la fiscalité est avantageuse, ils ont énormément d'argent, peu importe si tu te qualifies en Coupe d'Europe ou pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'image, au niveau de l'attractivité, pour attirer des joueurs, c'est un détail à ne pas négliger, le fait de ne pas jouer de Coupe d'Europe, même pour conserver tes meilleurs joueurs actuellement, ne pas leur offrir la garantie de jouer une Coupe d'Europe, évidemment que ça peut remettre en question certains contrats de joueurs, donc c'est vrai que Monaco va devoir faire avec le fait qu'ils ne sont pas qualifiés pour la prochaine Conference League, la prochaine Europa League, ni même la prochaine Ligue des Champions, donc ça va être très compliqué à gérer, mais en tout cas sixième, comme je l'ai dit, pour un club comme Monaco, on l'a beaucoup trop sous-coté, le fait que Monaco ait fini sixième, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est quand même une sacrée catastrophe, tu finis sixième alors que tu es quand même le deuxième budget de Ligue 1, ça a été très difficile comme je l'ai dit, ça s'explique par plusieurs facteurs, mais ça fait des années que c'est comme ça, c'est que Monaco n'a pas vraiment de supporters, donc c'est vrai que quand tu joues à domicile sans supporters, c'est évidemment très difficile de se motiver, il n'y a pas de gens pour te motiver lorsque ça va mal, pour te rappeler que tu représentes un club. C'est vrai que si Monaco coule, personne ne va leur rappeler qu'il coule, personne ne voit quand Monaco est mauvais parce qu'ils n'ont pas de supporters. Si Marseille avait fini sixième la saison dernière, j'ose pas imaginer ce qui se serait passé du côté des Bouches-du-Rhône. Donc c'est vrai que à Monaco, le problème c'est que quand t'as pas de public, évidemment c'est très compliqué de se motiver sans ce public-là. Ça a été le problème en Coupe d'Europe. Tu te fais éliminer par le Bayer Leverkusen après avoir gagné le match aller là-bas et tu perds le match retour chez toi, ce qui est assez paradoxal parce que normalement en Coupe d'Europe à domicile c'est là que tu es le meilleur et sur le match retour tu te fais éliminer après avoir fait le plus dur en gagnant l'aller en Allemagne, et bien tu te fais éliminer parce qu'il y a ce manque de public. Si tu as ce public qui te pousse, et bien les matchs en Coupe d'Europe à domicile tu les gagnes parce que tu t'appelles Monaco, parce que tu as du budget, que tu es bâti pour aller loin en Ligue Europa. Il faut le dire, Monaco a le budget pour faire quart de finale, demi-finale, voire même gagner la Ligue Europa et il n'y a jamais eu d'épopée du club monégasque en Ligue Europa, en Ligue des Champions. Il y en a eu, mais c'était des épiphénomènes, c'était pas vraiment sur le projet long terme, mais en Ligue Europa, en Conference League, ils n'ont pas encore eu l'occasion de la jouer, mais en tout cas sur ces compétitions-là, il n'y a jamais eu d'épopée monégasque, et ça forcément, c'est très difficile, puisque Monaco, c'est quand même un cadre de notre Ligue 1, c'est le club qui nous a peut-être fait le moins honte en Coupe d'Europe sur la dernière décennie, donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour Monaco la saison dernière. Philippe Clément a donc été remercié, il va y avoir une certaine refonte d'effectifs, pour le moment il y a eu quelques départs, notamment celui de Disasi, on y reviendra, mais en tout cas Monaco a pris un nouveau coach sur la personne de Hadi Hutter, donc il va y avoir aussi un nouveau projet qui va se construire autour de ce coach-là qui a des nouvelles idées de jeu, on y reviendra après, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une nouvelle saison qui va commencer à Monaco, il y a un mercato qui se joue actuellement et il y a un objectif qui est de faire top 3, voire mieux. On va maintenant parler du mercato 2023-2024 et c'est vrai qu'au niveau des arrivées, il y a énormément de rumeurs de joueurs qui sont susceptibles d'arriver du côté du Rocher, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui signent. Dans les faits, tu n'as signé que deux joueurs, tu as signé Mohamed Salissou,
en provenance de Southampton, défenseur central ghanéen de 24 ans, tu l'as pris 15 millions d'euros, je trouve que c'est quand même une très bonne affaire pour un défenseur jeune qui joue du côté de la Première Ligue, qui a joué avant aussi du côté de la Bundesliga, il me semble, donc c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, hein. J'aime beaucoup ce profil-là, plutôt costaud, plutôt technique également, hein. Il n'est pas emmerdé avec le ballon, donc c'est très intéressant par rapport à ce que tu as actuellement, et avec la perte de Disasi, je trouve qu'il vient quand même pas mal relever le niveau, donc c'est très intéressant. Et puis au cage, avec la perte de Nubel, je pense que beaucoup de supporters monégasques se sont réjouis du fait que Nobel reparte du côté du Bayern. Tu as pris le gardien Philippe Keun de Salzbourg. Je sais qu'avec l'arrivée d'Adi Hütter, maintenant Monaco va être très porté sur le marché autrichien, sur le marché allemand, sur le marché suisse, et donc l'arrivée de ce gardien symbolise parfaitement le passage, le basculement de Monaco vers ce marché-là. Gardien de 25 ans, un Suisse que tu prends à 10 millions d'euros, là aussi c'est une très bonne affaire parce qu'il est jeune. Et puis sur la prépa, les matchs qu'il a fait contre Arsenal, contre le Bayern, c'était vraiment très intéressant. Je vois un gardien qui a de la qualité et qui est susceptible peut-être de monter en puissance sur cette saison et de faire partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 parce qu'il y a quand même un bon potentiel. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ami monégasque, ça ne sera pas pire que Neubel. Au niveau des départs, alors franchement j'ai beaucoup critiqué Monaco depuis le début de cette vidéo, mais Monaco a fait ce qu'il sait faire de mieux sur ce mercato, c'est-à-dire vendre. Monaco a toujours su très bien vendre à l'image de Lille, à l'image de Lyon, moins à l'image de l'OM, je le dis souvent, mais en tout cas Axel Disasi vendu à Chelsea pour 45 millions d'euros, je ne sais pas si on se rend compte, Disasi ça n'est pas un crack de sa génération, il a déjà 25 ans, il n'a connu que la Ligue 1, en équipe de France il a été appelé mais il n'a pas souvent joué, je me demande même s'il a une sélection, je crois que oui, hein, il était rentré à la Coupe du Monde aussi sur la finale, il a quelques sélections quand même, mais c'est pas le crack ultime de sa génération, tu le vends à 45 millions, ce qui montre que le marché est complètement dérégulé, que tu peux vendre n'importe quel joueur à n'importe quel prix aujourd'hui, mais attention, hein, Disasi, c'est pas un tocard, c'est un bon joueur, mais c'est quand même pas 45 millions, il faut pas déconner, sachant que tu avais déjà vendu Badiachil pour à peu près la même somme, il me semble, il y a 6 mois, donc c'est vrai que c'est un sacré braquage là aussi qui t'a permis d'acheter Keun, qui t'a permis d'acheter Salissou et d'avoir encore du bénéfice, parce que tu l'as vendu 45 millions, Keun et Salissou, tu les as pris qu'à 25, donc il te reste encore 20 millions à dépenser sur cette vente-là, donc c'est très intéressant. Jean Lucas, le flop monumental qui a floppé à Lyon, qui a floppé à Brest, qui a floppé à Monaco, que tu as vendu 6 millions du côté de Santos. Après, il y a quelques prêts avec Arthur Zagre, avec Jean Marcelin, avec Moussaba, avec le milieu défensif Pelé, qui est aussi un flop monumental que tu as réussi à prêter parce que tu n'en as pas besoin. Et puis, il y a des fins de prêt. Neubel qui est reparti du côté du Bayern Munich. Alléluia, j'ai envie de dire. Malang Sarr, qui a été un flop total, et j'avais beaucoup d'espoir en Malang Sarr parce qu'il avait fait de très belles choses du côté de Nice. À Porto, il avait fait la Ligue des Champions contre l'OM, notamment, où il avait été excellent. C'était vraiment un sacré prospect, hein. Il avait signé tôt du côté de Chelsea. Ça a été un flop également. Pourtant, j'aurais bien aimé le voir hein, au sein de cette défense à 3 que va mettre en place Adi Hütter parce qu'il a déjà joué dans cette défense à 3 du côté de Chelsea. Mais là aussi, c'est un flop. Et puis, c'est un peu plus anecdotique, mais Didier Dion, le gardien remplaçant de l'an dernier, est également reparti dans son club. Maintenant, on va parler du 11 de la saison prochaine pour Monaco, et en dessinant ce 11, j'ai remarqué que ça perdait considérablement en qualité au fil des saisons du côté de Monaco. C'est vrai que c'est un 11 qui peut te permettre d'accrocher le top 3 très facilement, mais c'est pas un 11 avec lequel tu peux jouer la Coupe d'Europe, la Ligue 1, et avec lequel tu peux être compétitif sur les deux, parce que ça manque pas de profondeur, mais ça manque, je trouve, de qualité intrinsèque. La profondeur est liée notamment offensivement, on va le voir, mais je trouve que ça manque quand même de qualité intrinsèque à certains postes, on va le voir notamment en défense et chez les pistons. Dans les buts, tu vas mettre Philippe Keun, forcément c'est lui ta grosse attraction finalement du mercato au poste de gardien, tu as envie de remplacer Neubel. Depuis combien de temps, ami monégasque, n'y a-t-il pas eu de gardien de grande qualité à Monaco? Je pense que c'est depuis les grandes années de Subasic, parce que même le gardien croate, sur la fin de son aventure, ça avait été compliqué, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de gros gardiens à Monaco, et je compte beaucoup sur Keun. Ensuite en défense, Salissou, bien sûr, c'est ton investissement aussi de cet été pour remplacer Disasi, et puis c'est un joueur dont tu n'as pas la qualité dans ton effectif. Maripane, je le mettrais vraiment dans l'axe de cette défense à 3 parce que Maripane c'est devenu vraiment ton leader de défense au fur et à mesure des saisons. Il était venu un peu en outsider, hein. Il venait en remplaçant à la base, c'est un peu un combattant, c'est pas un joueur très habile de ses pieds, c'est un joueur qui est très critiqué. Voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit autour de Maripane, mais c'est une valeur sûre. C'est un gars qui est en Ligue 1 et on sait que la Ligue 1 est très physique, il va aller au duel pour toi, il va vraiment se la donner, et ça c'est très intéressant d'avoir ce genre de profil, surtout en Ligue 1. Et axe gauche, je mettrai Matsima,
qui a fait un bon prêt du côté du FC Lorient sur les 6 derniers mois de la saison dernière. Je le mettrai évidemment là aussi, on n'est pas sur un crack de sa génération, il a 21 ans, c'est pas du Loukeba, c'est pas du Todibo, c'est pas voilà, c'est pas ce genre de crack là, mais c'est un joueur de qualité qui peut rendre des services en Ligue 1, sachant que je ne joue que la Ligue 1, je le lancerai vraiment, ça pourrait être vraiment la saison de la révélation pour lui s'il est installé, si on lui donne sa chance, surtout qu'il n'y a pas d'autres joueurs, j'ai envie de dire en défense, il y a le petit Magassa qui a fait une bonne prépa, qui a fait un bon match, très bon match face à Arsenal en prépa, qui a été bon aussi contre le Bayern, mais sinon il n'y a pas vraiment de défenseur central, et puis surtout quand on entend les rumeurs, on y reviendra après, les rumeurs de transfert qui envoient certains joueurs du côté de Monaco, et bien finalement c'est que des attaquants, il n'y a pas vraiment de défenseurs, il n'y a pas vraiment de milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de piston, pourtant c'est là que sont tes besoins, donc c'est vraiment étrange qu'on ait que des joueurs offensifs, mais j'ai envie de dire c'est ça le marketing, hein, tu vas faire plus vendre si il y a des attaquants qui sont cités chez toi, donc voilà, moi je mets Salisu, Maripane et Matsima. Sur le côté gauche, Caio Henrique, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup critiqué la défense de Monaco, mais Caio Henrique, j'aime beaucoup. Voilà, il a une très bonne qualité de centre, gros abattage physique, grosse débauche d'énergie. Il défend aussi très très bien, un des rares pistons qui sait défendre aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup, très sous-côté, Caio Henrique. De l'autre côté, par contre, j'aime un peu moins Vanderson. Je trouve pas le joueur extraordinaire. J'aime pas trop. Maintenant, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais j'aime pas trop ce joueur-là. Je trouve que dans un système où il doit être tout seul sur le côté, c'est pas forcément un Jonathan Klaus, c'est pas forcément un joueur qui est fait pour ça. Je pense qu'il est plus fait pour un système à 4. Je mettrais même Ruben Aguilar, moi j'ai envie de vous dire, sur le côté droit dans un système à 3, parce que Vanderson, je trouve pas que dans ce genre de système-là, il va pouvoir s'épanouir. Et je trouve pas non plus qu'au poste d'arrière droit, il ait le potentiel pour devenir l'un des meilleurs. Ça m'étonnerait. Maintenant, ça reste à voir également. Au milieu de terrain, Camara et Fofana. Là, par contre, j'ai pas de doute là-dessus. Ce sera ton milieu de terrain, à part si le joueur dont je vais vous parler après sur les rumeurs signe. Mais sinon, Camara, Fofana au milieu de terrain pour la Ligue 1, ça me paraît vraiment solide. Camara, je me rappelle de son match face au PSG. Je crois que c'était son tout premier match l'année dernière au Parc des Princes, où il avait été impressionnant. Il avait été du côté de Salzbourg. C'est vraiment un bon jeune. Et puis Fofana, voilà, on ne le présente plus international français, c'est devenu un peu ta valeur sûre depuis que Chouameni est parti l'année dernière du côté du Real, donc j'aime beaucoup. Et puis devant, il va y avoir certains dilemmes parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Par contre, sur le réservoir offensif de Monaco, je ne me fais pas de problème. Golovin, évidemment, il est là depuis très longtemps déjà. Je crois que c'est déjà sa 5e saison, hein. À Monaco, je le mets parce que c'est ton meneur de jeu, c'est ton profil technique, c'est celui qui va créer, c'est celui qui ne déçoit jamais. Il a eu des moments de moins bien depuis son début d'aventure à Monaco, mais j'aime beaucoup le joueur. Je mets également Minamino aussi à côté de lui. Minamino, évidemment, ça a été très difficile. L'année dernière, c'est qu'un but, hein, du côté de Monaco l'an dernier, mais j'avais énormément aimé le joueur à Salzbourg. À Liverpool, ça avait été plus difficile. L'année dernière, il a été mauvais, mais là, sur la prépa, je retrouve le Minamino d'avant, je retrouve le Minamino qui crée, qui percute, qui marque des buts. Donc j'ai vraiment envie de lui redonner sa chance sur cette saison, parce que Minamino, c'est quand même pas n'importe qui pour notre Ligue 1. C'est quand même un joueur que tu te dois de faire jouer, surtout en la blessure d'Embolo qui s'est blessé très gravement. Et ça, c'est vraiment dramatique, hein, d'avoir perdu Embolo, parce que c'était vraiment le joueur de percussion, c'était vraiment le joueur qui contrastait avec les meneurs de jeu que tu as, hein. C'est un joueur qui a davantage un joueur de profondeur, donc c'est évidemment terrible de l'avoir perdu. Mais moi, je mets Golovin, Minamino, ces deux créateurs offensifs qui vont pouvoir donner des bons ballons au numéro 9 qui va être Ben Yedder. Ben Yedder, j'ai pas de doute, je pense qu'il mettra encore sa quinzaine, sa vingtaine de buts en Ligue 1 s'il est bien servi. Maintenant, au niveau des remplaçants, bien sûr, il y a Kevin Volland, qui évidemment a été une valeur sûre, qui a formé un très beau duo avec Ben Yedder, mais moi je mets quand même ce trio-là devant Golovin, Minamino, Ben Yedder. Volland rentre dans sa dernière année de contrat, je ne sais pas s'il est dans les plans de Adi Hutter, moi en tout cas il ne serait pas dans mes plans, parce que je trouve qu'il ralentirait un peu le jeu de cette attaque, qui est très technique, qui joue beaucoup dans les petits espaces. Je n'oublie pas Ben Seguir, évidemment, qui a été l'attraction de l'après-coupe du monde de Monégasque de janvier à mars. Il a été exceptionnel. Je me rappelle d'un match au Vélodrome, notamment, où il avait été incroyable. Il avait roulé sur toute l'équipe de l'Olympique de Marseille par sa technique, par sa clairvoyance, par sa vision du jeu. Après, ça avait été plus compliqué de mars à juin, parce que à l'image de son équipe, il a un peu plongé. Et puis, il est très jeune, hein. On ne peut pas lui demander de porter l'équipe tout seul. Si l'équipe plonge, évidemment que lui aussi, ça va pâtir sur son niveau. Mais moi, je ne le mets pas titulaire parce qu'il a 18 ans, il est encore jeune. Je pense qu'il doit encore prendre du galon. Évidemment, s'il crève l'écran, comme il l'a fait l'an dernier de janvier à mars, il sera titulaire bien sûr, parce que dans le football c'est la méritocratie qui règne, même si tu es jeune, mais c'est vraiment un jeune joueur de grande qualité. Pour l'instant je le mets sur le banc, mais en sortie de banc j'ai pas de doute qu'il va claquer ses buts et ses passes décisives et faire du bien dans le jeu monégasque lorsque ça ira mal, parce que c'est un profil incroyable. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur-là. Tu as aussi d'autres joueurs de percussion. Martins, on est d'accord pour dire que c'est un flop, mais en sortie de banc ça peut être intéressant. Crépin Diatta, lui aussi, hein, en sortie de banc, mais il peut même jouer piston, je pense, à la place de Van
Anderson lorsque si ce dernier n'est pas bon, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal également. Ismaël Jacob sur le côté gauche pour suppléer Caio Henrique, il y a de la qualité également. Donc voilà, il y a vraiment un banc qui n'est pas dépourvu de qualité, mais le gros problème de Monaco, ce sont les errances défensives. C'est cette défense où finalement t'as pas de doublure, où t'as pas de joueurs de grande qualité non plus, comme tu pouvais les avoir dans le passé. Et j'ai peur que Monaco ne prenne la marée cette saison en Ligue 1, parce que oui, offensivement, tu vas marquer beaucoup de buts parce que tu as beaucoup de talent, que ce soit dans le 11 ou sur le banc, mais sinon, derrière, en défense, j'ai peur que ce ne soit la débandade. Malheureusement, ça reste à voir. J'espère que Adi Hutter va un peu stabiliser tout ça, mais ça me paraît quand même difficile. On va parler maintenant des rumeurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais pas celles que l'on croit. Moi j'aurais aimé qu'on envoie un défenseur de top qualité du côté de Monaco, finalement on n'a pas de défenseur sur les tablettes du club monégasque, on a beaucoup d'attaquants. On a Eli Wahi, évidemment, Eli Wahi il est annoncé un peu partout mais il bouge pas. Il a annoncé du côté du PSG, il a annoncé du côté de Francfort, et là il a annoncé du côté de Monaco, il a été annoncé du côté de Strasbourg et de Lens à un moment. Monaco serait sur le dossier, il n'y a pas de discussion avancée pour l'instant, donc ça reste à voir. Moi je ne le prendrai pas parce que pour l'instant t'as pas besoin d'un Wahi, t'as pas besoin d'un Balogun, parce que c'est aussi la deuxième rumeur, c'est Balogun, et là ça serait un peu plus avancé parce que Monaco aurait soumis une offre de 40 millions pour Arsenal, mais Balogun a aussi d'autres offres, hein. Il a l'offre de l'Inter Milan notamment, il pourrait également rester à Arsenal, mais Arsenal n'en veut plus, mais en tout cas c'est un profil qui s'arrache parce que c'est un jeune joueur qui est américain, donc c'est un peu un étendard, hein. Les joueurs américains ils se vendent plutôt bien, ils ont un peu la classe, ils sont un peu dans l'air du temps, donc ils se vendent très bien. Puis l'île d'Arsenal, et puis l'année dernière à Reims, il a fait une saison incroyable, hein. C'est pas que du style, hein. Balogun c'est pas que le joueur américain stylé, c'est aussi un numéro 9 qui marque beaucoup de buts et qui a de la qualité, mais 40 millions ça me paraît quand même beaucoup, et puis surtout à l'instant T t'en as pas besoin. Oui, tu en auras besoin l'an prochain quand Ben Yedder aura encore plus vieilli et quand Voland sera parti au terme de son contrat. Mais à l'instant T, tu as besoin de défenseurs, tu as besoin de pistons, tu pas besoin de Balogun ou d'Ouahi, mais si tu veux construire sur le long terme, bien sûr qu'il faudra y penser. Mais à l'instant T, t'as pas besoin de ces joueurs-là, selon moi. Denis Zakaria, là par contre, c'est vraiment pas mal. Là par contre, on est dans un truc qui me plaît, parce que oui, t'as Kamara et Fofana qui ont beaucoup de qualité, mais il faudra aussi les remplacer lorsque ces derniers devront souffler. Denis Zakaria, c'est un profil dont tu ne disposes pas. C'est vraiment un joueur de qualité. J'aimais beaucoup ce joueur lorsqu'il jouait avec la Suisse, notamment sur les compétitions internationales. C'est vraiment un joueur qui en Ligue 1 peut se régaler dans l'abattage physique. Et c'est aussi un joueur plutôt technique. Il reste sur de sacrés échecs, hein, quand même. Il a échoué à la Juve, il a échoué à Chelsea. À Gladbach sur la fin, c'était peut-être moins bien également. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui depuis quelques saisons est moins bien et tu pourrais vraiment le relancer du côté de la principauté. Et puis il y a une dernière rumeur, c'est David Washington, un jeune joueur de 18 ans qui évolue à Santos, un attaquant qui est très prisé sur le marché, notamment par Chelsea, et Monaco est dessus. Ça pourrait être intéressant également parce que ça soulignerait un peu ton attractivité si tu vas le chercher. J'aime beaucoup aussi ce genre de profil brésilien. Donc voilà, c'est un peu toutes les rumeurs qu'il y a du côté de Monaco. Beaucoup d'attaquants, un milieu de terrain avec Denis Zakaria, pas beaucoup de défenseurs, ça me déçoit un peu. Mais voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Moi je pense que Balogun va signer à Monaco, je suis plutôt optimiste là-dessus. Zakaria c'est quasiment fait, mais sinon sur Wai et Washington ça reste à voir parce que Washington il y a une grosse concu. Wai, Montpellier est inflexible et Monaco n'a pas l'air de vouloir mettre énormément non plus dessus. Donc voilà, ça reste à voir. Le coach, maintenant pour conclure la vidéo, on va parler du coach Adi Hutter, que je ne connaissais pas, je vais pas dire le prénom du bonhomme parce que je risque d'avoir des problèmes, mais en tout cas Adi Hutter ça reste un coach plutôt méconnu. En Ligue 1 c'est un coach de 53 ans, un Autrichien, et c'est vrai que quand il a été nommé j'ai plutôt été surpris parce que je ne le connaissais pas, je vais pas faire l'expert et dire que j'ai regardé les matchs qu'il a coaché quand il était à Salzbourg ou aux Young Boys de Berne, je ne connaissais pas du tout le coach, je m'attendais quand même à d'autres noms plus ronflants, j'ai envie de dire pour Monaco, mais il est méconnu, ça a été plutôt une surprise. Il a signé un contrat de 2 ans, donc pour l'instant c'est pas un truc long terme, mais en tout cas je pense que ça a été pensé quand même par la direction de Monaco. Je sais que Philippe Clément ça avait été vraiment pensé en amont, ça n'a pas marché sur le long terme, mais ça avait plutôt bien marché hein, au début. Mais Adi Hutter c'est quand même quelque chose de surprenant, mais ça peut vraiment porter ses fruits parce que c'est un coach qui a des idées. En tant que coach allemand jeune qui se respecte, il va adopter un système à 3 aussi. Je pense que sur les coachs allemands, autrichiens, j'ai envie de dire, il n'est pas allemand, il est autrichien, mais sur les coachs allemands, autrichiens, on est rarement déçu en termes de techniciens, en termes d'entraîneurs, en termes de tactique, hein. Il n'y a que des gros coachs hein, en Allemagne et en Autriche, Ralf Rangnick, Tuchel, Klopp, donc je pense qu'il suit un peu cette tradition-là. Il est champion de Suisse et d'Autriche, il a coaché du côté de Salzbourg, il a coaché les Young Boys de Berne, il a coaché Francfort pendant 3 ans, entre 2018 et 2021,
Il a notamment fait une demi-finale d'Europa League avec Francfort, il a également coaché à Gladbach, donc voilà, il a un sacré background, c'est quand même un coach qui connaît très bien la Bundesliga, donc je pense qu'il connaît très bien le jeu de transition, il connaît très bien le football moderne finalement, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Maintenant je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, sur la prépa ça m'a eu l'air d'être prometteur, mais ça peut être pas mal, il a de l'expérience, il a des idées de jeu novatrices, j'espère que les joueurs arriveront à assimiler ses préceptes de jeu, mais en tout cas je ne vous donne pas mon pronostic sur la saison de Monaco parce que je ne connais pas assez le coach et je trouve que la défense est quand même plutôt inquiétante, même si offensivement c'est très fourni. Je pense que ton attaque peut limite aller chercher le titre, mais que ta défense va être ton problème qui va peut-être t'empêcher de faire top 3. Donc c'est très paradoxal. J'espère qu'Adi arrivera à stabiliser tout ça. En tout cas, Monaco est obligé cette saison de faire un top 3, ça c'est sûr, voire même mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.